Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live de révision du bac. On est aujourd'hui à un mois du bac, plus ou moins, en tout cas à un mois du bac français qui aura lieu le 17 juin. Et si je vous parle du bac français, c'est évidemment parce qu'on va aujourd'hui réviser pour la troisième et dernière fois des exercices de bac français. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, Elodie, c'est une question sur un corpus de texte argumentaire. Alors, ce n'est pas la partie du bac français qui vaut le plus de points, on en reparlera. Mais en tout cas, c'est une question qui est importante et on va travailler aujourd'hui sur deux textes. D'abord, la fable de La Fontaine, Le loup et l'agneau, et ensuite sur Don Juan de Molière. C'est à vous, Elodie, je vous laisse présenter ça aux élèves qui nous regardent ou à leurs parents qui nous regardent aussi. Merci. Alors, la question sur corpus, en effet, question sur un corpus, c'est la première question qui est présentée sur le sujet décrit. Ce n'est pas la question qui rapporte le plus de points, puisque c'est sur 6, alors que le reste de l'exercice, commentaire, dissertation, écrit d'invention, est sur 14. Néanmoins, c'est une question importante parce qu'elle permet de prendre connaissance des textes qui sont proposés à l'étude. En l'occurrence, je vous en ai proposé deux, un de La Fontaine, une fable très classique, Le loup et l'agneau, et puis un texte tout aussi classique d'ailleurs, Don Juan de Molière pour sa scène d'exposition, donc acte 1, scène 2. Habituellement, un corpus de textes, le jour J, compte au moins 3 textes, voire 4. Il n'y en a que 2 que si vraiment les textes sont d'une grande longueur. Là, c'est pas vraiment le cas, il reste de longueur raisonnable. Donc, on a un exercice un peu plus facile pour l'entraînement en l'occurrence. On va regarder ces textes. Le premier, donc, hop, on passe, c'est celui de La Fontaine, la fable. Donc c'est une fable en général que vous connaissez, je ne vais pas la lire parce que ce serait un petit peu long, mais je vais vous la rappeler brièvement. Vous vous rappelez que bien sûr, ça commence par une phrase qui est devenue un adage, un vers qui est passé dans la langue, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. En fait, on a la morale de la fable au début, contrairement à la plupart des fables de La Fontaine où la morale clôt la fable. Et puis, pour rappel, donc c'est l'histoire d'un agneau et d'un loup. Un agneau qui n'a rien demandé à personne, un loup arrive et l'accuse, essaye en fait de lui trouver une raison pour le manger, tout simplement. Et évidemment, il l'emporte dans les deux sens du terme, puisqu'il prend le dessus, et puis il emporte le mouton et il le mange sans autre forme de procès, pour citer la fin de la fable. L'autre texte de Molière, Don Juan, c'est un texte assez connu qu'on intitule, qu'on désigne comme un éloge paradoxal, un éloge de l'inconstance, puisque c'est en fait une défense de l'infidélité faite par Don Juan. Il défend cette position face à Sganarelle, qui est son valet, et Sganarelle vient de faire un portrait négatif de Don Juan, de son maître, au valet de la femme que Don Juan a abandonnée juste avant. Et donc Don Juan va ici faire son autoportrait élogieux et il va développer un argumentaire pour essayer de convaincre, en tout cas pour se défendre, donc essayons de convaincre Sganarelle du bien fondé de sa position par rapport à la fidélité et l'infidélité. Donc vous voyez que c'est un texte qui est un petit peu long, c'est une tirade qui est quand même un morceau d'anthologie au théâtre et qui ici représenterait 3 slides. Bien sûr, je ne vais pas le lire dans le détail, mais on va y revenir pour répondre à la question qui est posée. Je reviens à cette question et je vous la dis. Quelles sont les cibles de la critique dans ces textes ? Cette question, a priori, elle ne pose pas de grandes difficultés en termes de formulation. Critique, cible sont des termes courants qui ne devraient pas poser difficulté. Vous pouvez parfois avoir des questions sur corpus avec des termes plus littéraires qui demandent d'avoir une vision claire de la définition de ces termes-là. Ça devrait aller. Je vous conseille de faire une introduction pour la question sur corpus. Dans cette introduction, il n'y a pas besoin d'aller très très loin dans l'analyse des textes, mais il s'agit de les présenter. Ici, on va se focaliser sur leurs points communs, puisqu'il s'avère que ce sont 2 textes du XVIIe siècle. Molière comme La Fontaine sont des auteurs qui écrivent sous le règne de Louis XIV. Et ce sont des textes dits classiques, là c'est le mouvement littéraire, là aussi c'est un mouvement littéraire commun. Alors on peut peaufiner, on peut chipoter, on pourrait dire que Don Juan est plutôt une pièce baroque, mais bon, ne vous encombrez pas ici c'est pas le lieu, vous allez affiner plutôt en commentaire de texte si vous prenez ce commentaire. Là, restez sur des choses de départ, assez basiques. Ensuite, vous pouvez remarquer les différences après les points
points communs, les différences. Ici, différence, on a un texte de théâtre et un texte de poésie. Le théâtre pour Don Juan, poésie pour la fable de La Fontaine. Alors, même si c'est une poésie un peu particulière, hein, vous savez bien que les fables sont un genre en soi, c'est écrit en vers, donc c'est pour ça qu'on peut parler de poésie, mais que ça reste néanmoins un texte argumentatif, et d'ailleurs on va y venir. Donc on a des genres littéraires différents, et donc ce sont des textes, dans les deux cas, même s'ils sont de genres littéraires différents, à visée argumentative, ce qui explique qu'on soit bien dans le chapitre sur l'argumentation. Ce ne sont pas des textes à visée argumentative directe, puisqu'on n'est pas face à un discours, ni face à un essai, mais face à une argumentation indirecte. On raconte une histoire pour amener à une morale, à une conclusion. Et dans tous les cas, pour Molière et la fable de La Fontaine en l'occurrence, on a un seul thème, donc on revient sur une identité, sur un point commun, à savoir le discours des plus forts, puisque que ce soit le discours du loup ou le discours de Don Juan, on assiste à la prise de parole d'un plus fort, d'un dominant, on va dire, sur un dominé, qui va être le valet ou qui va être le mouton, on voit comment s'organise l'argumentation de ces personnages. On va arriver à la réponse. Comment répondre à une question telle que quelles sont les cibles de la critique dans ces textes. Je vous conseille, autre conseil méthodologique, de structurer votre réponse, de faire 2 parties, c'est mieux. Et puis là, vous voyez qu'on a un peu affiné puisqu'on a une première partie avec 2 sous-parties. Mais un petit peu de rouge. Donc, cible de la critique des personnages, c'est la première réponse que je vous propose, puisqu'on se rend compte assez vite que ces textes ont 2 niveaux de lecture. Il y a un niveau de lecture qui est interne à l'histoire et puis un niveau de lecture qui est externe. Donc là, on est dans le niveau de lecture interne, c'est-à-dire qui sont les cibles des critiques des personnages à l'intérieur de l'histoire. Et donc là, on va répondre en 2 parties, puisqu'on va regarder chaque texte les uns après les autres. Si on avait 3 textes, on aurait 3 parties, etc. Quelques indications de réponse. Donc, dans Le Loup et l'Agneau, vous comprenez assez rapidement, assez évidemment, que c'est bien le mouton qui est critiqué par le loup et pas le loup qui est critiqué par le mouton, donc par l'agneau en l'occurrence. Et donc le loup initie le dialogue, pose une question, fait des objections, avance des affirmations, tout ça ce sont des éléments d'analyse de l'enchaînement des répliques qui permettent de montrer que c'est bien le loup qui a le dessus puisque c'est lui qui mène le dialogue. Et par ailleurs, ce mouton, cet agneau, est accusé et attaqué par le loup, sous forme de débat contradictoire et de procès. Alors on peut regarder rapidement pour vous montrer concrètement ce que ça donne dans le texte. Voilà. Donc, en termes de prise de parole, vous voyez que la question que pose le loup, elle est ici, et c'est bien celle qui ouvre le dialogue. Par ailleurs, il va affirmer, par exemple, tu la troubles, en disant tu troubles ma boisson, tu troubles le fait que je boive dans la rivière, plutôt que de chercher à nuancer, il affirme des choses de manière catégorique, et puis il va accuser l'agneau de le gêner, et puis systématiquement, objecter des choses à ce que va répondre l'agneau pour sa défense. Donc l'objection va se trouver à peu près ici, c'est donc quelqu'un des tiens, puisque l'agneau répond « c'est pas moi, j'étais pas né au moment où vous m'accusez d'avoir fait quelque chose de mal », et donc le loup va trouver une excuse en disant « c'est donc ton frère », ou quelqu'un des tiens. Il dit qu'il n'a pas de frère. Donc on peut citer ces passages pour répondre à la question de la manière dont je vous ai suggéré de le faire. Après, vous voyez que ma réponse est assez longue, hein. Il y a plusieurs pistes. Vous n'êtes pas obligé d'explorer toutes ces pistes parce que c'est une question, comme je vous l'ai déjà indiqué, qui ne rapporte pas tant de points que ça, qui cherche... Le but, c'est de défraîcher un peu le texte. Donc, vous n'allez pas faire une analyse littéraire détaillée. Donc prenez quelques éléments, citez toujours le texte pour bien appuyer vos arguments. Et donc ça c'est pour le loup et l'agneau. J'arrive à Don Juan. Don Juan, lui, il critique la conception qu'a Sganarelle de l'amour à travers des questions rhétoriques. Et puis il va indiquer que ce sont les partisans du mariage, de la fidélité, finalement qu'il critique à travers Sganarelle en utilisant la désignation les ridicules et puis un présent de vérité générale. Donc là aussi, juste quelques éléments dans le texte, à quoi correspondent ces analyses. Pour les ridicules, ils doivent être par ici, voilà. La constance n'est bonne que pour les ridicules, que pour des ridicules. Ce sont les adversaires de Don Juan qu'il désigne ainsi, donc de manière péjorative. Et les questions rhétoriques dont on parlait tout à l'heure, quoi, et puis celle qui finit par personne. Vous vous rappelez que les questions rhétoriques, c'est les questions auxquelles on n'attend pas de réponse, qui ont simplement pour but d'intimider ou d'interpeller l'interlocuteur. Donc voilà la manière dont on jongle entre des éléments de réponse et puis le texte. Citez toujours le texte, analysez-le pour pouvoir argumenter votre réponse.
première partie de la réponse à la question. Deuxième partie de la réponse à la question, la cible des critiques. Cette fois-ci, si on s'extrait un peu du texte, de l'histoire, et qu'on regarde avec du recul ce qui nous y est dit, on verra que la cible des critiques des auteurs, et non plus des personnages, va être différente. Dans Le Loup et l'Agneau, c'est en fait la raison du plus fort qui est critiquée et pas l'agneau en réalité, puisque cette morale elle est annoncée dès l'ouverture de la fable, contrairement à la plupart des fables, ce qui est une manière d'orienter la lecture dès le départ et d'éviter au lecteur de se tromper sur la manière dont il faut analyser, dont il faut comprendre cette fable. Le but n'est pas de montrer que le loup est vraiment très très fort et qu'il a bien manipulé l'agneau. Le but c'est de montrer que dans cette argumentation du plus fort, et finalement il y a quelque chose à laquelle on ne peut pas résister dans la mesure où, de toute façon, jeu de mots sur la raison, il a raison parce que il est le plus fort. Alors ce jeu de mots sur la raison, je vous l'explique, en langue, au XVIIe siècle, raison veut dire argument. Ce qui veut dire la raison du plus fort, c'est l'argument du plus fort, c'est toujours le meilleur, vous comprenez mieux du coup l'adage. Et en même temps, il y a bien sûr un jeu de mots avec le fait d'avoir raison. Donc parce qu'il est le plus fort, il aura raison. Donc ce jeu de mots est inclus dans la morale de la fable et c'est donc une manière de critiquer pour La Fontaine les puissants, ceux qui vont instrumentaliser potentiellement la justice afin de faire valoir leurs droits de manière souvent un petit peu... on va dire limite, on dirait ça aujourd'hui. Bon, c'est pas une très bonne formulation, mais vous comprenez ce que je veux dire. Un élément de contexte, vous n'êtes vraiment pas obligé de le mettre, mais c'est pour vous éclairer ici sur la dimension historique du texte. On a pu analyser, dire que derrière le personnage du loup, La Fontaine avait pu critiquer insidieusement, le terme était peut-être un petit peu fort, mais Louis XIV, puisque La Fontaine était protégée par Fouquet, et Fouquet avait été fait emprisonner, embastillé par Louis XIV, puisque il y avait eu des litiges entre les deux personnages. Donc on peut contextualiser ainsi. Si vous avez le temps, c'est bien de le rajouter, mais il ne faut pas que ça prenne la place, ça occulte votre raisonnement sur le texte. Et puis, on y arrive à Don Juan, cette dernière partie de la deuxième partie, dernière sous-partie de la deuxième partie. Donc dans Don Juan, qui sont critiqués, eh bien ce sont les séducteurs. On a l'impression quand on lit la tirade de Don Juan qu'on va critiquer les fidèles, les partisans du mariage. En réalité, Molière critique les séducteurs et les amants infidèles à travers cette tirade de Don Juan. Pourquoi? À quoi on le voit? À l'excès de l'argumentation de Don Juan. Il cite par exemple Alexandre, je vais quand même vous la montrer cette phrase parce que sinon c'est un petit peu abstrait, à la toute fin. Comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Donc on est bien sûr dans l'absurde, parce que qu'il y eut d'autres mondes, ça veut dire qu'il y ait d'autres planètes, d'autres galaxies. Bon, le terme n'existait pas de galaxie encore, mais c'est l'idée qui est en fait énoncée, pour pouvoir aller encore séduire ailleurs. Donc vous voyez qu'on est quand même dans un excès assez caractérisé de la part de Don Juan, qui se compare à Alexandre, un grand empereur qui avait étendu ses conquêtes jusqu'à l'Inde, qui avait été arrêté dans son élan parce qu'il est mort assez jeune. Et donc c'est un éloge paradoxal, sur le sens aussi du mot engagé, parce que lui, j'ai beau être engagé, cela ne m'engage pas, il y a une répétition du terme, je ne reviens pas sur la slide, mais vous pourrez vous y reporter, qui fait que le discours de Don Juan est court-circuité par Molière lui-même. Il met dans la bouche de Don Juan des termes qui dénoncent en fait la mauvaise foi de Don Juan. Et alors, pour ce qui est du contexte, pour Don Juan, cette fois-ci, il ne sera plus question de Louis XIV, de Fouquet, etc., mais d'un comportement d'un groupe de personnes qui étaient les libertins au XVIIe siècle. Libertins, bon, vous connaissez le libertinage de mœurs qu'on voit dans les liaisons dangereuses au XVIIIe siècle, par exemple. Donc c'est un comportement qui existe déjà au XVIIe. Et souvent, ils sont présentés comme maîtrisant le langage, donc ayant pour eux le beau langage, la maîtrise de l'argumentation. Ce qui fait qu'on a une opposition, d'ailleurs, qui va être soulignée par Molière après, entre Don Juan qui parle bien et Sganarelle qui est complètement déstabilisé par la tirade de son maître. Je vous conseille enfin de faire une conclusion et d'indiquer simplement, de manière très très synthétique, la réponse à la question, quelles sont les cibles de la critique dans ces textes. Par l'argumentation indirecte, ces deux textes critiquent les travers de leur temps, qui sont des défauts universels. Bon là, on aurait dû mieux coller les lettres, mais vous vous y retrouverez. Et ils mettent en avant les ressources des discours des plus forts, un discours souvent mensonger, excessif ou paradoxal.
Merci beaucoup Elodie, je pense que c'était très clair pour tout le monde. On a une question de Paul qui nous demande, alors c'est vrai que vous en avez parlé pendant la correction, un peu des questions de points, de temps, etc. Et justement, il nous demande à quel moment du bac français il faut s'atteler à ça. Est-ce qu'il faut commencer par ça, puisque je crois que c'est le premier exercice qui est présenté, ou alors est-ce qu'il faut le faire à la fin quand on a encore un petit peu de temps? Comment est-ce que vous conseillez? Alors, mon conseil à moi, c'est de commencer en fait par cette question. Parce que c'est une question qui permet de prendre connaissance des textes, de se poser une question simple sur ces textes, et puis du coup de pouvoir aussi avoir des éléments pour choisir, par exemple, entre le commentaire ensuite ou la dissertation, puisque le commentaire il va porter sur un des textes du corpus. Si quand on a traité la question sur corpus, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à comprendre ce texte, parce qu'on a vraiment eu le temps de s'arrêter sur une question, on va pouvoir en déduire que c'est peut-être pas très pertinent de choisir le commentaire. Et d'autant, une autre raison pour laquelle je défends l'idée de commencer par cette question sur corpus, c'est que il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Et donc, le gros exercice que va être la disserte, que va être le commentaire de texte ou l'écrit d'invention, si on commence par ça, on va se laisser emporter, on risque de déborder et de bâcler cette question sur corpus qui permet quand même d'assurer 6 points. Qui vaut quand même 6 points. Oui, donc ça permet quand même d'avoir... voilà, et ça prend à peu près combien de temps? Il ne faudrait pas y mettre plus d'1 heure. Parce que sur les 4 heures, voilà, le temps de prendre connaissance des textes, de faire un brouillon rapide et puis de rédiger. Au bout d'1 heure, il faut passer au gros exercice. Ok, voilà. C'est à peu près on a à peu près une idée maintenant du tempo. Merci beaucoup d'être venu. Je crois que pour vous, ce sera la dernière fois avant le bac. Ouais. Donc on souhaite bon courage à tous les élèves de première qui vont passer le bac le 17 juin, on rappelle. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle correction, toujours avec les bons profs. Et en attendant, bonne semaine à vous.